Inondations et glissements de terrain font au moins 4 morts à Abidjan. C'est le bilan des dégâts dus à de fortes pluies qui se sont abattus dans la nuit d'hier à aujourd'hui sur la commune de Yopougon. Et ces cas de viol qui ne cessent de défrayer la chronique chez nous ces derniers temps. Dans cette édition, nous nous pencherons sur les causes, les conséquences et les moyens de lutte contre ce crime. Ils sont dans notre vie quotidienne, en général au moins un dans chaque chambre, et ce n'est pas souvent que leur confection nous intéresse. Mais aujourd'hui, Denis Kouman nous fait entrer dans l'univers de la fabrication des lits. Ce sera dans notre hebdomadaire rubrique « J'ai testé pour vous ». Voilà pour les titres de ce 19h45. Bonsoir à tous, vous êtes au Journal des consommateurs et vous faites bien de nous suivre. Au moins 4 morts dans la capitale économique de Côte d'Ivoire. Les pluies seraient-elles devenues la terreur des Abidjanais et du littoral ivoirien? On pourrait être tenté de le croire, car dans la nuit d'hier à aujourd'hui, elles ont encore fait des victimes et d'importants dégâts matériels. La commune la plus touchée par ces fortes pluies, Yopougon, notamment les quartiers Mamiadjoa et Ananere. Mosikro à Tekoubé a également connu la fureur des eaux venues du ciel à travers des glissements de terrain. Restons dans la même veine pour parler d'une stratégie du gouvernement ivoirien pour freiner les effondrements d'immeubles. Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a mis en place une stratégie qui a conduit à la réduction considérable du nombre de ces accidents souvent mortels. Et la commune de Yopougon que nous avons citée plus haut garde encore ce triste souvenir d'un immeuble qui avait enseveli 3 membres d'une famille, dont un bébé. C'était en 2020. Et selon le dit ministère, aujourd'hui dans la ville d'Abidjan, au moins 80% des constructions qui sont réalisées ne disposent pas de permis de construire. Changeons de cap pour nous intéresser à l'éducation de nos enfants. Les parents sont invités à être davantage conscients des responsabilités qui leur incombent en leur statut de poseur de premier jalon de l'éducation des enfants. Christian Gokra. L'éducation de l'enfant revient aux parents. C'est aux parents d'initier l'enfant, de lui enseigner les bonnes manières, les premières notions de politesse pour le maintenir sur le droit chemin. C'est ainsi que pour son parcours scolaire, l'enfant fera montre des règles de bienséance héritées des parents pour une année académique réussie. Et chaque fois sur le comportement des parents, des enfants, on attire l'attention des parents pour qu'ils puissent essayer de voir comment est-ce que il faut eux aussi à leur niveau s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants. Apparemment, il y a certains parents qui ne connaissent pas leurs enfants. Les enfants ils posent souvent des actes dont les parents ignorent. On est obligé d'attirer leur attention dessus et puis de façon collégiale, on essaie de voir ce qu'on peut faire pour emmener les enfants vraiment à vivre de façon saine avec leurs camarades. Il faut que l'éducation, ça commence toujours à la maison. Quoi qu'on dit, c'est la maison. Chaque enfant vient avec l'éducation reçue à la maison. Et ici, on essaie de faire une synthèse de toutes ces éducations afin de permettre aux enfants de savoir qu'il faut vivre en société. Bon, on ne peut pas tout à 100%, on ne peut pas dire qu'on peut transformer tout le monde. Voilà, donc, comme on dit en pédagogie, quand il y a 75%, c'est déjà là. Pour ce proviseur d'établissement secondaire, le but premier de l'éducation scolaire vise le plein épanouissement de l'enfant, le renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. C'est donc aux parents de poser les premiers jalons d'une éducation qui doit se continuer à l'école. L'école donne l'instruction, l'école ne donne pas l'éducation. L'éducation, c'est d'abord les parents. Donc je pense que pour réussir à avoir de bons élèves, il faut que la part de chacun, que chacun s'y mette. Et d'abord les parents, qui sont avec leurs enfants à la maison, qui leur apportent l'éducation. Et puis ensuite, l'instruction, ça c'est l'affaire de l'école. Nous on donne l'instruction, mais on peut pas de temps en temps on essaie d'éduquer, mais on ne peut pas faire à la place des parents. Et je pense que c'est ensemble, concomitamment, que nous allons réussir à former un citoyen modèle, un citoyen souhaité, un citoyen compétitif sur le marché international. La promotion collective aujourd'hui intervient dans l'éducation de l'enfant et donne de plus en plus un sens à la responsabilité des parents et à la collaboration entre ces derniers et les enseignants en vue de la réduction des échecs scolaires. Pour emboîter le pas à Christian Gokra, une mauvaise éducation peut conduire à de graves dérapages sociaux. C'est le lieu de le dire dans la recrudescence des cas de viol, notamment sur mineurs. Les causes, les conséquences et les moyens de lutte contre ce crime odieux dans cet élément commenté par Eva Royal. Aujourd'hui, la violence sexuelle sur les mineurs
est devenu perceptible grâce à la communication qui est faite, notamment sur les réseaux sociaux. Dans la plupart des cas, le constat est que ce sont des proches qui commettent ces actes ignobles. Il reste fondamental de le dire, le viol est un crime quelles que soient les circonstances. Le viol est un choix conscient d'imposer sa domination à l'autre et de le contraindre. Ce n'est pas une pulsion sexuelle soudaine, mais la décision réfléchie d'agresser gravement une autre personne, dans la plupart des cas sans défense. Rien ne pourrait excuser un acte de viol sur mineur, même en cas d'ivresse, car la consommation d'alcool ou des stupéfiants est une circonstance aggravante pour l'agresseur devant la loi. Le viol sur mineur n'est jamais causé par l'enfant, mais plutôt par un adulte conscient des actes qu'il pose. Comme nous le savons, un abus sexuel sur mineur est une action à caractère sexuel blessant ou risquant de blesser un garçon ou une fille, physiquement ou émotionnellement. La violence sexuelle traumatise et peut avoir pour conséquence un état chronique de stress post-traumatique. L'abus sexuel sur mineur s'accompagne souvent du secret, voire du refoulement psychique, stratégique de survie du cerveau de la victime pour son équilibre psychique. Pour remédier à cette situation troublante, le concours de tous est nécessaire. Il faut briser la langue de bois, trahir de secrets dits de famille, dénoncer les criminels pour lutter contre la culture du viol et arriver au niveau zéro tolérance. 30 milliards de nos francs, c'est le coût global de la construction du nouveau centre hospitalier régional d'Aboisseau. Et vous l'aurez compris, nous parlons santé pour changer de sujet. Ce CHR a été inauguré hier jeudi par le Premier ministre ivoirien Patrick Achi. Et précisons que le centre dispose des services nécessaires pour une meilleure prise en charge des patients. Ce sont, entre autres, les urgences, la gynécologie, la pédiatrie, la dermatologie, la réanimation, un bloc opératoire, une salle d'imagerie médicale, une unité de consultation orale. Le centre dispose d'une capacité d'accueil de 200 lits qui vont profiter à une population de plus de 800 000 habitants. Une attitude de responsabilité écologique, voilà ce à quoi ont été exhortés hier jeudi à Abidjan les élus locaux. Le cadre, la 20e conférence de l'Observatoire international de la démocratie participative, OIDP. Les élus locaux doivent ainsi montrer et conduire leurs administrés à plus d'engagement pour une salubrité de leur circonscription. Ouverte le 20 octobre dernier, la conférence de l'OIDP vise à rechercher une bonne gestion territoriale pour une démocratie participative, gage d'un développement durable des villes. Domaine du café cacao, ils étaient partis pour une grève illimitée, mais les producteurs agricoles renoncent à cette action suite à la rencontre qu'ils ont eue mercredi dernier avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural ici à Abidjan. Des discussions engagées, il est ressorti la promesse de mise à disposition par le ministère de tutelle d'une somme de 17 milliards de francs CFA pour le fonds Covid destiné à soutenir les producteurs de café cacao. Résultat, hier jeudi, le mot d'ordre de grève illimitée a été levé. Dernier point de ce journal des consommateurs, votre rubrique de chaque vendredi, j'ai testé pour vous. À Williamsville, Denis Kouman a rendu visite à des artisans spécialistes dans la fabrication des lits. Leur univers n'aura donc plus de secret pour vous. Appréciez plutôt. Williamsville. Nous sommes au carrefour Jenny Kobina. Des artisans perchés sur une bande de terre font montre de leur savoir-faire. Eux, ce sont des menuisiers spécialisés dans la fabrication de lits. Monsieur Yego, chef menuisier, a sous sa coupole plusieurs jeunes venus apprendre le métier. Découpe de bois avec une machine moderne ou la scie, tracée pour faire ressortir la structure du meuble. Rabotage du bois pour lui donner une forme régulière, polissage pour une surface lisse, sont autant de tâches physiques qu'il faut accomplir pour donner vie à son imagination. Pour faire un lit, on va d'abord au marché chez les Aoussa pour payer le bois. Et après avoir fini de payer le bois, puisque déjà on travaille avec la main nue, on est obligé d'abord de passer à la machine pour faire les dimensions. Bon, une fois arrivé ici maintenant, on fait les découpes aux dimensions qu'on a besoin. C'est en fonction de ça qu'on commence à faire le lit. Le lit, on le rabote encore à la main pour rendre ça encore plus poli. Et on a des apprentis qui travaillent avec nous, qui poncent, on vernit. Et après l'avoir verni, maintenant on met ça au marché. Voilà. Quand on met au marché, maintenant on fait la deuxième couche de vernis. Et puis allez, on attend maintenant les potentiels clients.
Après tous ces efforts, vient le moment de jouir du fruit du labeur. Mais hélas, la tâche n'est pas toujours aisée. Il faut là encore faire face à de nombreuses contraintes. Dans nos corporations, il y a des, comment on appelle, des démarcheurs dedans. Bon, quand je dis il y a des démarcheurs, mais ce démarcheur-là, comme ça, là, il n'est pas prêt à laisser tomber le monsieur, parce que lui, en vendant la chose de quelqu'un, lui, il a un pourcentage dedans. Vous voyez? Donc là, le gars, il est obligé de lui proposer ce que lui, il sait qu'il peut gagner quelque chose dedans. Ce qu'il sait qu'il ne peut pas gagner quelque chose dedans, il ne peut pas le lui vendre. Voilà un peu la chose. Le prix est accessible à toutes les bourses. La clientèle existe, mais la gestion du business pose problème par manque de suivi et d'encadrement. C'est notre souhait d'être encadré et d'abord même avoir même un lieu propice. Parce que quand tu travailles comme ça, quelqu'un qui vient, même, il n'a même pas le courage même de te donner même d'abord même une avance même pour pouvoir travailler. Parce que devant même, il va te dire, bon, il faut faire la photocopie de ta carte d'identité, alors je vais aller connaître chez toi. Parce qu'il s'est dit qu'il t'a trouvé au bord de la route. Donc il n'y a même pas de confiance. Donc comme ça, là, vraiment, on veut un encadrement où on peut être mieux connu par le ministère, par la chambre des métiers. Et comme ça, il n'y a pas de problème. Avoir même un local où on sait qu'ici, ce sont les artisans qui sont là. Quand on rentre, c'est pour aller faire les emplettes de la menuiserie. Voilà, c'est ce que nous-mêmes on souhaite. La menuiserie désigne toute personne travaillant le bois. Il en existe différents types. La charpenterie de finition, la menuiserie de coffrage, l'ébénisterie et la menuiserie de scène. Et c'est ici et ainsi que se referme cette dernière édition hebdomadaire du Journal des consommateurs. Demain à 13h néanmoins, vous pourrez suivre le récap de la semaine sur UFC Africa TV, la chaîne panafricaine des consommateurs. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.